Bonjour à toutes et à tous, vous n'êtes pas censé ignorer que le prologue de Jurassic World Le Monde d'après est sorti sur YouTube. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Quels sont mes pronostics? Aujourd'hui, nous allons nous focuser sur le prologue de Jurassic World Le Monde d'après. Alors, je ne vais pas vous diffuser le prologue en vitesse réelle parce que les droits d'auteur me guettent, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont toujours là sur YouTube. Donc, on va faire la chronologie du prologue et je vais revenir sur quelques détails scientifiques et cinématographiques en même temps. Et puis, je vous ferai part d'une théorie personnelle. On commence par le logo Universal qui est toujours aussi stylé, surtout lorsqu'on voit le changement des continents en logo officiel de la saga Jurassic. La musique est d'ailleurs splendide. Première image, soleil levant avec au premier plan des arbres en ombre. C'est un peu une intro en mode sur la Terre des dinosaures de la BBC, vous savez, le fameux docu-fiction de 1999. Et si c'est un clin d'œil voulu, c'est un peu pour nous vanter le début d'un documentaire. Deuxième image, autre paysage, soleil caché derrière les montagnes. On peut comprendre à ce moment-là qu'on est au Montana. Troisième image, un gros insecte volant se pose sur des troncs d'arbres. Et à l'apparition de chacune de ces trois images, on a un son sourd avec un effet métallique derrière. La musique, encore une fois, est juste superbe, il n'y a rien à redire. Et après ceci, on a une absence de musique jusqu'à un moment bien précis du prologue. Je vous le dirai à quel moment. Et entre-temps, on n'a que des sons d'ambiance. Un peu comme dans un documentaire, en fait. Les troncs d'arbres sont en réalité des pattes d'un grand sauropode nommé Dreadnoughtus scranii, mais faisant le bruit du brachiosaure de Jurassic Park. Ce qui est littéralement impossible puisque nous sommes de genres différents, même de groupes de sauropodes complètement différents. C'est un peu comme si une mésange bleue faisait le bruit d'un aigle royal. Alors ce dinosaure a bien connu la crise Crétacé-Paléogène il y a 66 millions d'années, mais il a vécu en Amérique du Sud. Donc on a la bonne date, mais pas le bon endroit. Dommage. Le plan s'élargit sur un troupeau de quelques individus, dont un est dans l'eau jusqu'aux 3/4 du corps. Alors c'est impossible scientifiquement qu'il soit dans l'eau, puisque à cette profondeur, le poids de l'eau l'empêcherait tout simplement de respirer. Les poumons ne pourraient plus dilater, la cage thoracique non plus. Mais c'est un clin d'œil au premier Jurassic Park, et ça reste relativement dans la continuité des films. Donc du coup, je ne peux pas vraiment en dire quelque chose là-dessus. Mouvement panoramique, une envolée de petits ptérosaures non identifiés, possiblement des très jeunes ptéranodons, mais là j'ai un gros doute sur l'identification, avec l'arrivée d'un plus grand ptérosaure atterrissant près de d'autres semblables pour manger une carcasse non identifiée. Ces grands ptérosaures sont des Quetzalcoatlus northropy et non des Azegopteryx, car bien qu'ils aient connu tous les deux la crise Crétacé-Paléogène à la fin du Crétacé, Azegopteryx a vécu en Europe et Quetzalcoatlus a vécu en Amérique du Nord. Ils portent un duvet de pycnofibre un poil trop prononcé. Alors, c'est vrai que le principe de gigantothermie, c'est plus vous êtes grand, plus vous avez de l'énergie à revendre et donc plus vous devez évacuer de la chaleur, ce qui est normal, sinon vous éclatez littéralement. Donc là, ça semble un peu bizarre pour un Quetzalcoatlus d'avoir un duvet aussi prononcé, mais le pyntangium, ce qui compose l'aile membraneuse du ptérosaure, est peut-être suffisante pour évacuer ce surplus d'énergie. Pourquoi pas? Plan suivant sur un reflet d'eau, et le rendu d'ailleurs de l'eau dans ce prologue est juste tout à fait surprenante, enchaînant sur un troupeau d'Ankylosaurus magnificaris. Alors ils sont un peu différents de Jurassic World 1 et ils n'ont rien à voir physiquement avec ceux qu'on aperçoit dans Jurassic Park 3. Du coup, est-ce que ça valait vraiment le coup de les montrer dans Jurassic Park 3? Non, ils sont moches et on les voit presque pas. Alors ici, je les trouve parfaitement magnifiques, ils ont connu la crise Crétacé-Paléogène et ils ont bien vécu en Amérique du Nord, donc c'est parfait pour cela. Plan suivant sur une rivière encaissée dans des falaises de roches calcaires avec des ptérosaures identifiables comme des ptéranodons. Alors il n'y a pas grand chose à dire ici puisqu'on ne les voit pas très bien, si ce n'est que les ptéranodons ont l'air d'être tous des femelles ou des jeunes ptéranodons puisque la crête est toute petite. Et les ptéranodons n'ont pas connu la crise Crétacé-Paléogène puisque les derniers représentants ont fréquenté les cieux à environ 84 millions d'années. Pas de bol. Alors sur le Discord de la Paléosphère, j'avais émis l'hypothèse aussi avec humour, imaginez si c'était le Grand Canyon à ses débuts. Ce serait quand même trop drôle. Bien que j'ignorais ce soir-là à quel moment le Colorado avait commencé le creusement du Grand Canyon. C'est vrai que j'étais pas du tout renseigné sur le sujet. Eh bien, après quelques recherches pour cette vidéo, il semblerait que ce soit le cas. Une étude de 2008 avec des datations radiochronologiques à l'uranium ont apparemment permis de mettre en évidence la naissance de ce canyon par le creusement du Colorado à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années. Là, je vous cite Flowers et ses collègues en 2008, la source est évidemment en description.
Plan suivant dans une grotte avec un dinosaure théropode plumeux s'approchant d'un nid composé de 5 œufs. Ces 5 œufs qui sont sans surveillance et dans une grotte fraîche et humide, donc pas adaptée à l'éclosion des œufs de dinosaures, il semblerait que le dinosaure qui les ait pondus n'ait pas envie qu'ils éclosent. C'est peut-être des œufs non voulus. Notre théropode plumeux dévore un des œufs en s'aidant de sa patte postérieure pour briser la coquille avec son bec. Alors, première remarque sur l'aspect du dinosaure plumeux en question, il a les poignets pétés. Dommage. En fait, il existe 3 positions pour le poignet. La pronation, où la paume de la main est orientée vers le côté postérieur de l'animal. La supination, où la paume est justement orientée vers l'antérieur de l'animal. Et la position neutre, où la paume est face à l'axe de symétrie de l'animal. Lorsque le membre est au repos, c'est la position neutre qui s'applique, puisque les 2 autres positions impliquent un effort musculaire et articulaire de la part de l'animal. Faites l'exercice chez vous, vous verrez. Donc les mains doivent être orientées vers l'axe de symétrie pour l'animal. Mais bon, tous les théropodes de la saga Jurassique ont la position poignet pété dès le premier film de la saga Jurassique, donc on peut pas vraiment dire quelque chose dessus. Ce dinosaure commence à manger le contenu de l'œuf et se met en garde quand il entend un cri de dinosaure. Alors, ce dinosaure plumeux est un oviraptorosaure, c'est-à-dire l'un des membres du groupe au sein des oviraptors au sens large, ces fameux voleurs d'œufs. Ils ont été nommés ainsi car les premiers squelettes qui ont été décrits ont été trouvés sur les nids. Et Osborn, qui baptisa pour la première fois Oviraptor Philoceratops en 1924, a d'abord pensé qu'il volait les œufs de ce nid juste avant de mourir. Pris la main dans le sac, enfin la griffe dans le nid du coup. Alors que des études plus récentes ont permis de montrer qu'apparemment ce n'était pas du tout le cas. Des études d'embryons dans les œufs ont permis d'attribuer la forme de l'œuf aux oviraptorosaures, et l'étude des postures de différents squelettes sur les nids ont montré qu'ils couvaient ces œufs en réalité. Là, je vous cite plusieurs publications qui sont en description, donc Norrell et ses collègues en 94 puis 95, Dong et Curie 96, Clark et ses collègues en 99, Fanti et ses collègues en 2012. Mais ça, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo sur la chaîne, car c'est sans doute mon groupe de dinosaures préférés. Notre Oviraptorosaure est clairement identifiable par sa localité, en Amérique du Nord, sa datation, à la fin du Crétacé, et sa grande crête. Il s'agit de l'espèce Anzu wailoi, décrit par Lamana et ses collègues en 2014. Est-ce qu'il mangeait des œufs? Eh bien, j'étais parti du principe que la réponse était non, que c'était une idée reçue tenace dans la tête des gens et du grand public, mais que les études, du coup, avaient rejeté cette hypothèse depuis des années. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était encore un sujet très débattu dans la communauté scientifique. Disons que dans l'article de description de l'espèce Anzu wailoi, il est admis qu'il serait majoritairement herbivore, avec un complément de petits vertébrés et ou d'œufs. Mais c'est encore trop incertain, des études doivent être menées pour y répondre plus clairement. Donc, mangeait-il des œufs? On ne sait pas trop, on ne peut pas être catégorique ni dans le oui, ni dans le non. Pour l'instant. Le design avec les plumes est basé sur le concept de Caudipteryx, un autre oviraptorosaure plus ancien, plus basal et plus petit qu'Anzu wailoi. Et a priori, le plumage a été maintenu pour le concept et la reconstitution de l'animal. Et le rendu est tout simplement magnifique, même pour du CGI, il faut le dire. Plan suivant panoramique allant d'une sortie de forêt à des montagnes, avec entre les deux une rivière. Nous y voyons un troupeau de cératopsiens, identifié comme Nasutoceratops titusi, qui n'a pas connu la crise Crétacé-Paléogène, puisque les derniers représentants ont vécu en Amérique du Nord il y a 75,5 millions d'années. Dommage. Mais ils sont très bien reconstitués. Pour ce qu'on en connaît en tout cas. On constate également une différence morphologique entre les mâles et les femelles. Les mâles ont la collerette plus large, avec des cornes plus longues, et il a des couleurs plus vives avec des taches rouge vif. Un des mâles a une corne brisée, sans doute due à un combat avec un rival ou un prédateur. On a également la présence de plusieurs petits qui montrent que ces cératopsiens accordent un soin aux jeunes. Alors, le dimorphisme sexuel, les mœurs et l'instinct parental ne peuvent pas être déterminés pour cette espèce, car il a été retrouvé trop peu de spécimens. Et je pense tout simplement que c'est de l'extrapolation à partir de d'autres cératopsiens peut-être un peu plus connus. Le troupeau traverse une rivière, il semble être composé d'une centaine d'individus au moins. Ce qui semble peu envisageable pour des animaux de leur stature, mais bon, pourquoi pas, hein, j'étais pas là il y a 66 millions d'années. J'ai raté mon vol en Tardis à ce moment-là. Plan suivant, un petit théropode avec un duvet de plumes nettoie la mâchoire inférieure d'un dinosaure théropode plus grand, en mangeant les bouts de viande coincés entre les dents. Ça, ce sont des mœurs qu'on retrouve entre les animaux actuels encore aujourd'hui, donc rien de choquant. Ce petit dinosaure d'Amérique du Nord est Moros intrepidus, décrit en 2019 par Zano et ses collègues, qui n'a pas connu la crise Crétacé-Paléogène non plus, puisqu'il a vécu à la moitié du Crétacé, au Cénomanien, à environ 100 millions d'années. Dommage. Les poignets sont apparemment en bonne position, en position neutre. Ben c'est bien, mais c'est très bien.
Le grand dinosaure commence à faire du bruit qui ressemble étrangement à l'Indominus Rex. Le petit dinosaure s'enfuit, le grand dinosaure se lève. Plan suivant, sur son ombre envahissant un dinosaure herbivore, broutant des sortes d'herbes, sans doute des poacées, qui existaient déjà au Crétacé, voire Prasad et ses collègues 2005 et Bremer 2007. Ce dinosaure est identifiable comme un iguanodon, qui est un genre qui n'a pas connu la crise Crétacé-Paléogène. Alors aussi, on pourrait se demander pourquoi il est là en train de brouter des poacées tout près d'un dinosaure carnivore qui est en train de dormir. Une mauvaise strate, hein, le dinosaure se lève, il va avoir faim, donc voilà. Du coup, pourquoi il est là? On sait pas trop. C'est dommage que le seul dinosaure qui arrive à voyager dans le temps ait des sérieuses tendances suicidaires. On voit la tête du grand dinosaure identifié comme Giganotosaurus carolini. Et son cri avec le mouvement de la mâchoire inférieure fait vraiment penser à l'Indominus Rex. Ce qui nous confirme que l'Indominus Rex a bien du giganotosaure en lui, ce pourquoi le sujet était plus grand que prévu. Après un petit échange de cris de dinosaures, l'iguanodon s'en va et un autre théropode fait son entrée, le Tyrannosaurus Rex. Alors revenons 2 minutes sur l'apparence du giganotosaure, qu'on va qualifier d'immonde pour ce qu'on en connaît. Donc ce qu'on connaît de reste de giganotosaures, je vous cite Coria et Salgado en 95, Calvo et Coria en 98, Coria et Curie en 2006, Novas et ses collègues en 2013. Alors je vais pas trop m'étendre sur son aspect physique, parce que je suis pas un spécialiste du giganotosaure tout simplement, mais un artiste du nom de Lucas Gemez a fait un meilleur rendu sur Twitter, donc allez voir son taf, je vous ai mis le lien de son tweet dans la description de cette vidéo. Ouais, mais c'était pour bien différencier du T-Rex. Ouais, alors, on ne peut pas les confondre pour 2 raisons. La première, si je vous mets le rendu de Lucas Gemez et le Rex du prologue, honnêtement, ce serait confondre un canard et un cygne. Mais c'est surtout, on ne peut pas les confondre pour une simple raison, c'est qu'ils se sont jamais rencontrés dans la vraie vie. Tyrannosaurus Rex a vécu en Amérique du Nord à la fin du Crétacé il y a environ 66 millions d'années. Giganotosaure a vécu en Amérique du Sud au milieu du Crétacé à environ 98 millions d'années. Donc, tous les kikous qui se disent « Ah bah, me demander lequel était le plus fort entre le T-Rex et le Giganotosaure. Ah bah, Jurassic World, il me l'a montré du coup. » Non! C'est faux! D'ailleurs, on s'en fout de ce type de questions en paléontologie. C'est qui le plus fort entre le mégalodon et le basiliosaure? C'est qui le plus fort entre le T-Rex et le spinosaure? On s'en fout! Ils se sont jamais rencontrés. Donc, arrêtez de poser ces questions aux paléontologues, aux médiateurs et aux vulgarisateurs. S'il vous plaît, merci. Alors si pour Jurassic Park 3, le Spinosaure et le T-Rex ne se seraient jamais battus dans la nature, car ils n'ont vécu ni au même endroit géographique, ni au même moment, ici, au moins dans Jurassic Park 3, il y avait l'excuse du « on les a ramenés à la vie, donc c'est normal pour la rencontre dans le présent ». En tout cas, ça restait crédible à l'écran. Là, on est censé voir le vrai passé, donc il n'y a pas d'excuse en fait. Donc ce qu'on voit à l'écran, ça ne s'est jamais produit ni dans la nature, ni dans le passé. Mais Jurassic World est un film, ce n'est pas un documentaire. Alors il est montré et monté comme un documentaire au début du prologue. CF, la petite intro en mode sur la Terre des dinosaures de la BBC, hein. Et les scénaristes jouent beaucoup leur com sur le fait qu'ils ont consulté un ou des spécialistes en paléontologie pour montrer la crédibilité de leur scène. Donc ce n'est pas entièrement de la fiction, encore moins sur cette partie-là du prologue où on est censé nous montrer le vrai passé. Mais le sujet Jurassic Park, World, science et ou fiction sera l'objet d'un autre focus sur la chaîne. Revenons au prologue. Le T-Rex a les mains en bonne position. Encore une rectif, mais c'est super. Moi j'apprécie ce genre de rectification scientifique, honnêtement j'adore. Et ça passe discretos au calme. Mais il a un duvet de plumes sur tout le corps. Alors, il est pour l'instant admis que le Tyrannosaurus Rex n'avait pas de plumes à l'âge adulte. Là, je vous cite Bell et ses collègues 2017, Carr et ses collègues 2017, repris d'ailleurs par un artiste Rhys Meyercott en 2018. Je vous mets d'ailleurs le lien de son DeviantArt en description. La musique reprend à ce moment-là sur un ton grave et discret, nous annonçant la gravité de ce qui va suivre. Les deux prédateurs se regardent, se tournent autour et se battent. Mais pourquoi des gros prédateurs se combattraient comme ça ? Genre, d'un côté, vous avez le Giganotosaure qui était en train de roupiller, faire un petit somme tranquille, et le T-Rex il arrive juste pour le taper. La bagarre! On sent bien la patte du divertissement, la signature des films Jurassic World, que de la fiction. Du coup, rien n'est vrai. Même si d'un autre côté, il existe certaines hypothèses sur des cousins de Tyrannosaurus Rex d'Amérique du Nord, Albertosaurus sarcophagus, qui chasseraient en groupe et qui auraient des rivalités entre individus. Mais ça reste encore très débattu. Là, je vous cite Curie 98, Erickson et ses collègues 2006, Roach et Brickman en 2007. Ceci dit, ça pourrait expliquer le comportement belliqueux du Tyrannosaurus Rex. La bagarre! Mais ce combat ne devrait pas avoir lieu dans la nature, les deux se sont jamais rencontrés, vu qu'ils ont vécu ni au même endroit, ni au même moment. Donc, celui que vous allez voir gagner à l'écran dans ce prologue, c'est celui que le réalisateur voudra voir gagner.
Ce n'est pas crédible scientifiquement. J'espère au moins que c'est clair. Le Giganotosaure saisit le T-Rex au cou. Et là, j'ai les mauvais souvenirs d'un certain film maudit. Le Gigano ne le lâche pas. La caméra regarde en contrebas des deux titans au niveau d'un ruisseau et au moment fatidique, la caméra regarde le sol. Le T-Rex tombe dans le ruisseau, mort, éclaboussant la caméra. La pupille de l'œil du T-Rex se dilate. Et oui, c'est bien fini pour lui. Un moustique se pose sur le museau du T-Rex et le pique pour se nourrir, alors qu'il devrait viser une zone où la peau est quand même plus fine. Et il a bien 6 pattes. Maintenant, je vous précise parce qu'en fait, sur une des affiches officielles du film, le moustique a carrément 4 pattes. Donc 4 pattes au lieu de 6. C'est quand même con pour un insecte. Donc le moustique pompe le sang du T-Rex, l'abdomen se remplit de sang et gonfle, et il s'envole au niveau du soleil, flash lumineux du soleil, bruit d'hélicoptère et transition avec le spot de ce dernier de nuit. Comme si le moustique avait fait un bond vers l'avenir pour arriver au temps présent. Et ça, c'est grave stylé. Et sachant que la scène qui suit dans le présent concerne Roberta, que je vais appeler Rexy à partir de maintenant, le sang du T-Rex mort au Crétacé pourrait être l'ADN qui a servi à créer Rexy. Je trouve aussi très intéressant que le prologue commence au lever du jour et finisse de nuit, comme si tout se passait sur une journée. S'affiche alors à l'écran 65 millions d'années plus tard. Alors, certes, c'est 66 millions d'années normalement aujourd'hui en 2021, mais je pense que ça a été gardé pour des raisons de continuité avec les films précédents. En tout cas, je l'espère. Retenez que c'est 66 millions d'années aujourd'hui. En réalité, c'est 66 millions d'années depuis au moins 2009, puisqu'en 2009, c'était officiellement 65,5 millions d'années. En appliquant une règle de mathématiques, on arrondit à la moitié supérieure. Ça fait donc arrondi à 66 millions d'années. Et vous pouvez vérifier les dates du passé en consultant le site de la charte chronostratigraphique internationale, mise à jour régulièrement en anglais, français et autres langues, téléchargeable gratuitement en JPEG ou PDF. Le lien est en description et ce site, je vous conseille de le mettre dans vos favoris. La musique qui suivra dans cette partie du prologue est tout simplement splendide, tout comme le travail de la lumière, je trouve. On est surtout dans des teintes sombres, accentuant le côté horreur de Jurassic Park, qu'on avait perdu entre le deuxième et troisième film, et retrouvé avec Jurassic World Fallen Kingdom, avec des scènes, vous savez, avec l'Indoraptor dans le manoir, justement, qui faisait un petit peu horreur. Mais au sujet du côté lumineux, obscurité, jour, nuit, rêve, cauchemar, ce sera également abordé dans un autre focus. L'hélico cherche quelque chose en forêt se situant à proximité d'une petite ville. Dans la forêt, on entend des pas lourds et on voit une masse énorme d'un animal qui court. C'est Rexy. Un gars moustachu dans l'hélico dit « J'ai l'animal en visuel ». Transition sur le regard de Rexy en train de courir. Et personnellement, j'aime beaucoup cette transition et le plan sur l'œil. On passe de « j'ai l'animal en visuel » au visuel de l'animal. Et ça, c'est grave stylé. On coupe cette action, mais genre brutalement, avec un dessin animé montrant des friandises dansant et chantant avec un petit panneau « Refreshment », donc rafraîchissement, dans un cinéma signifiant l'entracte entre deux films. Et ripper la langue anglaise au passage. Plan plus large, on constate qu'il s'agit d'un cinéma en plein air avec des véhicules, ce qu'on appelle classiquement un drive-in. Zoom sur un enfant qu'on suit en travelling latéral avec du popcorn, des gens courent et crient un peu partout, des bruits sourds se rapprochent, l'ombre envahit l'enfant qui ne bouge pas, figé par la peur. Plan suivant, vue en contre-plongée, le T-Rex en sombre éclairé par l'hélico au dos, on est sur la vue depuis l'enfant. Et ce mode de plan justement était très cher à Spielberg dans le premier film, il sera rediscuté dans un autre focus sur une autre scène emblématique de Jurassic Park. Personnellement, ça me ramène à mon enfance quand j'avais 5 ans, quand j'ai vu pour la première fois Rexy à l'écran, c'était dans un style sombre comme ça, il y a de quoi être paralysé par la peur, quand on est un enfant. Zoom sur les pattes du T-Rex avec travelling latéral. Là, on est carrément à la hauteur des gens qui se cachent sous les voitures. Nouvelle coupure dans l'action sur un groupe de 3 personnes à l'arrière d'une camionnette avec le T-Rex en arrière-plan. Ces 3 personnes ne réagissent pas à la situation et ne se doutent absolument de rien, comme s'ils étaient captivés par le film. Sachant que le film en question, c'est les rafraîchissements, hein. Pas très captivant, ça. J'ai l'impression que c'est un peu nous dans la salle de cinéma quand on ira voir Jurassic World 3. Un peu pour nous dire, peu importe ce qui se passera autour de vous, vous serez captivés par le film. On arrive à l'intérieur d'une voiture où un couple s'embrasse langoureusement au point d'en être gênant. Rexy passe à côté d'eux mais il s'en fiche totalement. Non mais oh, ça suffit vous deux là, il y a des hôtels pour ça. Ah mais il y a vraiment des hôtels pour ça en fait. Plan sur Rexy éclairé depuis le dos par le projecteur de cinéma annonçant son retour sur grand écran. Accentuant même le côté divin et Deus ex machina du personnage. Et ce plan du prologue fait clairement penser à un plan dans le film La Ligne Verte, celui de John Coffey dans le cinéma avec le projecteur de film qui l'éclaire depuis le dos, où nous montre carrément ce qu'elle est pour nous, une star, une reine, une déesse.
Et elle en frime un petit peu en prenant la pause. Et c'est encore une fois un plan super stylé. Plan suivant, juste pile au début, l'ombre de Rexy projetée à l'écran coupe les mots et lettres d'une phrase. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Grossièrement traduit par Allons tous dans le hall pour nous faire plaisir. Non, mais arrêtez, il y a vraiment des hôtels pour ça en fait. Et vu que l'ombre de Rexy coupe les mots, ça commence par tous y elle, littéralement en enfer. On pourrait dire qu'elle sème l'enfer et le chaos là où elle passe. Et en dessous, c'est marqué a treat, un régal, un plaisir pour les yeux, pour le public. Genre, elle sème l'enfer et c'est un plaisir pour nous, quoi. On a un gars debout dans sa voiture rouge rentrant immédiatement en apercevant Rexy, et on voit d'ailleurs au visage dans le rétroviseur qu'il est assez effrayé, et un autre est debout entre les véhicules qui se fait renverser par une voiture. Ça au moins c'est radical. Peut-être pour nous dire que Jurassic World 3 sera renversant, fracassant. Plan dans la salle de projection, ça tremble de partout. Peut-être pour nous dire que le film va faire trembler les salles de cinéma et le box-office. J'espère et je lui souhaite en tout cas. Rexy renverse une voiture, quand je vous dis que Jurassic World 3 sera renversant. L'immatriculation du véhicule est WM652F dans l'Oregon. Nous situons l'action dans cet état du coup. Même si le tournage a eu lieu au Royaume-Uni, au Pinewood Studios et du côté de la forêt de Minley. Depuis son évasion du manoir Lockwood situé en Californie du Nord, dans Jurassic World Fallen Kingdom, on constate qu'elle est restée relativement proche de la zone. Plan suivant sur Rexy devant l'écran de cinéma où on voit la pellicule du film brûler et Rexy faire son fameux cri. Et honnêtement, j'ai trouvé que Rexy à ce moment-là était très réaliste, au point que je me demande si à la place des CGI, ils n'avaient pas fait une scène en stop-mo ou en animatronique. Le film se voudra apparemment suffisamment réaliste pour qu'on ait l'impression que ce soit vrai, au point d'y être. Un peu comme dans un drive-in en fait. Et ça me rappelle énormément encore une fois la première fois qu'on a vu Rexy au cinéma. On voulait qu'elle soit très réaliste et donc on a utilisé de l'animatronique. Et malgré les côtés saccadés de la marionnette entre guillemets, l'effet était quand même surprenant. Elle a les mains en bonne position et apparemment pas de duvet. Du coup, est-ce que ça valait le coup de mettre du duvet à l'original dans le passé, sachant qu'elle n'est pas censée en avoir? La réponse est non. Le projecteur de l'hélico revient. Rexy arrête son cri et regarde l'hélico et la caméra suit le mouvement de Rexy comme pour remettre le téléspectateur dans l'action et dans l'histoire. Plan depuis l'hélico où un logo est visible, US Fish and Wildlife Service. Alors c'est un organisme fédéral des États-Unis qui s'occupe de la gestion et de la préservation de la faune. Voilà, autant le préciser quand même. Que dit un gars pour tirer sur Rexy qui est en contrebas? Le tir de la fléchette tranquillisante va dans le pare-brise d'une voiture avec 2 personnes âgées dedans. La fléchette est énorme et projetée à grande vitesse. Ah bah c'est sûr que c'est pas une petite piqûre de moustique. Rexy s'en va avec l'écran de cinéma qui s'éteint. Elle quitte le plan sans que la caméra ne la suive trop. Plan suivant de Rexy s'enfuyant où elle passe près d'un panneau où il est noté Skyline, Drive-In Theater, Open Friday, Saturday, Sunday. Et on voit les 2 films projetés à l'écran ce soir-là. American Graffiti, film de 1973 réalisé par George Lucas. Tiens, petit clin d'œil habituel à Lucas. Et Flash Gordon, film de 1980 réalisé par Mike Hodges, dont la musique a notamment été faite par le majestueux groupe de rock britannique, dont je suis fan depuis l'adolescence, Queen. Queen, Rexy la reine. Assez subtil, mais on comprend le message, quoi. Rexy repart en forêt, laissant son empreinte dans le sol. Plan suivant, vu depuis l'hélico, éclairant la forêt. Le tireur de la scène précédente dit « Je la vois plus. Vous la voyez ?» Le moustachu lui répond « T'inquiète, petit. Elle peut pas courir éternellement. » L'hélico s'en va, le spot de l'hélico nous éblouit. Transition avec le logo de Jurassic World qui apparaît dans le ciel avec un plan magnifique, une lumière de ouf et une musique splendide à faire dresser les poils sur les bras. Voilà donc le prologue de Jurassic World, le monde d'après, analysé point par point. Maintenant, passons à une petite théorie personnelle. Faisons une scène à la Valéostradamus. Et si je me trompe, bah tant pis, au moins j'aurais essayé une analyse. Et si j'ai raison, je vous avais dit de préparer des mouchoirs. À la fin du film Jurassic World Fallen Kingdom, j'avais déjà émis l'hypothèse que dans Jurassic World 3, Rexy allait mourir. C'est vrai, elle est âgée, elle est là depuis Jurassic Park premier du nom, et Blue l'a remplacée dans le rôle du Deus Ex Machina. Jurassic World 3 Dominion faisait aussi penser à la fin d'un monde, et je pense que ce serait vraiment la fin de quelque chose avec sa mort. La possibilité vers d'autres mondes, d'autres ouvertures, d'autres scénarios et d'autres dinosaures, vedettes en l'occurrence. Mais ça restait qu'un ressenti global personnel. Mais avec ce prologue, selon moi, j'ai l'impression qu'ils nous l'ont totalement confirmé. Et plusieurs scènes et pistes m'ont fait arriver à cette conclusion. La mort du T-Rex pendant le Crétacé. Comme je l'ai dit, le T-Rex du passé est certainement la Rexy originelle. Le moustique pique le T-Rex mort du Crétacé, s'envole vers le soleil, s'envole vers l'avenir pour arriver
autant présent sur une scène qui concerne Rexy. Apparemment, c'est confirmé par Colin Trevorrow dans plusieurs interviews qu'il a accordées, dont je vous ai mis les liens en description. Merci FL Reptile au passage pour ces liens. Donc on suit le combat avec, disons, des plans classiques, comme on verrait dans un poupumentaire classique, comme Jurassic Fight Club par exemple. Et ce n'est qu'au moment où le Giganotosaure saisit le T-Rex au cou et qu'on sent qu'il ne va pas le lâcher, nous faisant penser inexorablement à la scène maudite de Jurassic Park 3, que la caméra va en plan large d'un coup au niveau d'un ruisseau. Comme si on prenait un recul soudain en se disant « Non, pas encore ». Et au moment fatidique où le T-Rex est censé mourir, la caméra regarde le sol, comme si nous, public, nous nous refusions à voir la mort du T-Rex. On refuse de voir Rexy mourir, c'est ce que ça veut dire. Or, son cadavre envahit soudainement totalement notre vision, jusqu'à nous éclabousser. Autrement dit, faudra vous attendre à sa mort et à la voir en face. De toute façon, ça va vous éclabousser en pleine figure. La scène dans le présent où Rexy est devant l'écran de cinéma. La pellicule du film est en train de brûler, juste avant que Rexy voie la lumière. Voir la lumière, c'est dans le champ lexical de la mort. On sait tous ce que ça veut dire. Et vu que la pellicule du film brûle au moment où elle voit la lumière, ce qui la fera mourir est peut-être lié au feu. Genre un incendie, une bombe incendiaire. C'est d'ailleurs avec des bombes incendiaires que sont exterminés les dinosaures sur Isla Nublar à la fin du livre Le Parc Jurassique. Elle regarde la lumière de l'hélico et elle va vers cette lumière. Encore une fois, aller vers la lumière, ça veut dire quelque chose. Et elle quitte l'écran de cinéma qui s'éteint au moment où elle part. Elle quitte le plan également sans que la caméra ne la suive de trop. Puis on la voit passer devant un panneau Skyline où le L a tendance à ne plus briller, faisant un truc du genre Sky In, littéralement dans le ciel, genre au paradis, avec une flèche jaune lumineuse désignant Rexy, et vous avez même à un moment précis où le projo de l'hélico nous éclaire aussi, noyant totalement Rexy dans la lumière. Et enfin, elle laisse son empreinte dans le sol pour disparaître de l'écran ensuite. Un peu comme pour nous dire, elle nous a quittés, mais elle a pour toujours laissé son empreinte dans nos cœurs et dans l'histoire du cinéma. Bon, ok, j'avoue que l'analyse de cette scène est un peu tirée par les cheveux, mais si c'est vrai, avouez que c'est subtilement bien fait. Ce qui me confirme le tout, c'est la dernière réplique du gars moustachu dans l'hélico. T'inquiète, petit. Elle peut pas courir éternellement. Et il y a même un petit sticker exit sur la vitre devant ce mec qui est bien visible. Il confirme que Rexy n'est pas éternelle et qu'elle finira par mourir tôt ou tard. Bon, pour moi, ça semble clair. On va voir Rexy mourir dans Jurassic World 3, possiblement suite à d'importantes brûlures. Bon voilà, la prophétie Valéostradamus est lancée, on verra ce qu'il adviendra l'an prochain à la sortie du film. Si ça se trouve, je me plante totalement, mais j'aurais essayé si je me trompe. Et si j'avais raison, bah... Ha! Je le savais! Que dire de Jurassic World 3, le monde d'après? Alors j'en attends beaucoup personnellement de ce film, et rien que par les 2 courts-métrages qui sont sortis, donc Battle at the Big Rock et le prologue en question, je trouve que ce film sera sans doute le meilleur de la saga Jurassic World. Mais pas de la saga Jurassic, faut pas exagérer. Jurassic Park restera, je pense, toujours le meilleur pour moi. Il restera inscrit pour toujours dans un tournant de l'histoire du cinéma, et ça, c'est indélébile. On pourra jamais lui enlever. Le traitement de la lumière dans les 2 courts-métrages est tout simplement oufissime. On sent bien que Colin Trevorrow a travaillé avec Bayona sur le 2e film, sur Jurassic World Fallen Kingdom, et qu'il a justement pris quelques petites ficelles du métier. La bande originale a l'air splendide et ça me donne envie justement d'écouter les OST du film. Le casting attendu, mais mamma mia, on a le nouveau casting de Jurassic World et celui de Jurassic Park qui revient. Enfin, je sais pas, ce film part quand même avec déjà quelques bons points. Scientifiquement parlant, j'en attends pas grand chose. De toute façon, la signature des Jurassic World, c'est de miser à fond sur le côté fiction et divertissement et de laisser en plan de côté le côté science du film. Alors que Jurassic Park essayait de mettre les deux sur un pied d'égalité autant que possible. Il y a eu des concessions du côté science, du côté scientifique, et il y a eu des concessions du côté fiction, divertissement cinématographique. Et pourtant, Jurassic Park est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Mais apparemment, pour le côté science de Jurassic World, ils ont modifié presque tous les théropodes avec les mains en position neutre. Alors, c'est un détail, certes, mais moi je l'ai remarqué dès le court-métrage Battle at the Big Rock sur l'allosaure de Battle at the Big Rock, et franchement, ça fait plaisir. Mais d'un point de vue cinématographique, j'en attends beaucoup et j'espère ne pas être déçu. Et oui, j'irai le voir au cinéma, sans doute plusieurs fois. Alors je ne peux pas vous dire là maintenant s'il est bien ou pas, ce serait idiot de ma part de juger un film avant même sa sortie, avant même de l'avoir vu. J'en attends beaucoup, je pense qu'il sera excellent, mais pour me faire un jugement définitif, j'attendrai de le voir au cinéma. Et je vous conseille d'en faire de même. N'attendez pas que des youtubeurs comme moi ou comme d'autres vous donnent leur avis pour aller voir ou non ce film, pour détester ou aimer ce film. Faites-vous votre propre avis, c'est important. Donc on verra ce que le film donnera l'an prochain, on verra également par rapport à ma théorie, mais préparez des mouchoirs. Juste
dans le cas où. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ce n'est pas moi en tout cas qui vais vous spammer de notifications. Et très important, rejoignez mes autres réseaux sociaux. Sur YouTube, j'ai l'air peu actif, mais ce n'est pas le cas sur d'autres, sur Twitter et TikTok notamment, où je fais plusieurs posts et plusieurs vidéos en format court. Suivez également mes lives sur Twitch et sur TikTok, où je suis un peu plus régulier aussi. N'hésitez pas à laisser un pouce dans le nom si ça vous a plu, lâchez un commentaire pour donner votre avis et bien sûr, partagez la vidéo si vous voulez propager cette théorie personnelle. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, que l'évolution soit avec vous.